Je voudrais savoir comment on exprime le fait d'être désolé en girafe. Pensez à quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez d'avoir fait. Notez la façon dont vous vous êtes parlé quand vous avez fait ou dit cela. Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez regretté et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez un exemple en tête? Que je me suis sentie défensive et que j'ai critiqué quelqu'un. Ce que vous avez fait, c'est vous avez dit quelque chose à quelqu'un que vous regrettez d'avoir dit, c'est ça? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à vous-même à ce moment-là? D'habitude, je me sens défensive et... Non, j'ai besoin de savoir concrètement ce que vous vous êtes dit dans cette situation. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous faites quelque chose que vous regrettez d'avoir fait? C'est très important pour répondre à votre question. Vous voyez, nous avons un éducateur intérieur. Nous devons identifier ce qu'il vous dit. Nous avons tous un éducateur intérieur qui est là pour nous éduquer quand nous faisons quelque chose qui n'est pas parfait. Mais la plupart d'entre nous faisons l'erreur d'envoyer notre éducateur intérieur à l'Académie des Chacals pour un apprentissage d'éducateur. C'est très important de prendre conscience de la manière dont votre éducateur intérieur vous parle. C'est pour ça que je vous demande comment vous vous êtes parlé lors de cette situation. Comment votre éducateur intérieur a-t-il essayé de vous éduquer à ce moment-là? Dans le moment ou plus tard? Les deux. Quand je commence à regretter, ça se passe plus tard. À tout moment, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à ce que vous avez fait? Je suis quelqu'un de mauvais. Ah, ça suffit. Vous voyez, votre éducateur intérieur essaye de vous éduquer à travers la pénitence. Vous devez vous détester pour ce que vous avez fait. Il utilise un langage qui sous-entend qu'une mauvaise personne est quelque chose qui existe. Si vous vous excusez depuis cette énergie, c'est chacal. Toute excuse qui implique que vous avez fait quelque chose de mauvais va être néfaste pour vous et l'autre personne. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais ça a l'air mal. Et je veux que vous vous sentiez mal dans cette situation, mais mal en douceur. Un mal en douceur qui va vous permettre d'apprendre de cette situation sans vous détester. Quand vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, c'est un mal punitif qui rend l'apprentissage difficile. Et même si vous apprenez de cette manière, vous vous détestez et ça n'est pas sans conséquence. Donc, votre éducateur intérieur vous dit « vous êtes une mauvaise personne ». Et nous avons appris aujourd'hui que les jugements étaient l'expression d'un besoin. Votre éducateur vous veut du bien, réellement. Il veut que vous appreniez de cette situation, et d'une façon qui va dans le sens de la vie. Il vous veut du bien. Mais le langage utilisé doit être changé. Donc ne faites pas attention au jugement de l'éducateur intérieur. Essayez de trouver le besoin sur lequel il veut vous mettre l'attention. Donc, quel est le besoin que votre éducateur intérieur essaye de satisfaire? Un besoin d'avoir une meilleure relation avec la personne? Et quel genre de relation? Une compréhension et un respect mutuel. Donc votre besoin de compréhension et de respect n'a pas été satisfait dans cette situation. Que ressentez-vous quand ce besoin n'est pas satisfait?
coupable, ça veut dire que vous avez toujours la mauvaise personne en tête. Ce ressenti provient du jugement. Je me sens isolé, séparé. Et que ressentez-vous quand votre besoin de compréhension et de respect n'est pas satisfait? Quelle émotion? Vous voyez, le sentiment de culpabilité provient du jugement que vous êtes une mauvaise personne. Mais quel est le sentiment que vous ressentez lorsque votre besoin de répondre à cette personne avec respect n'est pas satisfait? Je me sens triste. Oui, voilà, c'est ça. Je suis désolé en girafe s'exprime ainsi. Je me sens triste parce que mon besoin de respect et de compréhension n'était pas satisfait quand je t'ai parlé de la façon dont je t'ai parlé. Vous voyez, il n'y a pas d'image de mauvaise personne. Je me sens triste parce que mon besoin de respect et de compréhension envers toi n'était pas satisfait. Demandez à l'autre personne ce qu'elle préfère entendre, la façon dont nous nous exprimons maintenant, ou des excuses par rapport au fait que vous êtes une mauvaise personne. J'ai un petit problème pour accrocher complètement à ce modèle. J'ai l'impression que même si nous parlons de sentiments et d'émotions, tout ceci se passe à un niveau mental. Et je suis une personne qui fonctionne beaucoup avec l'intuition et les émotions que je ressens. J'ai besoin d'aide. Comment est-ce que je peux utiliser cette technique dans ma vie de tous les jours? Pour que ce soit naturel, parce que ce n'est pas naturel pour moi de parler comme ça. La première chose que je vous recommande, c'est de changer le mot « naturel » pour le mot « habituel ». Ce processus est naturel, plus naturel que celui dans lequel nous avons été habitués à parler. Il est très dangereux de mélanger naturel et habituel. Gandhi a dit « Nous avons été plutôt habitués à communiquer d'une façon qui n'est pas très naturelle ». Je ne connais rien de plus naturel que de regarder ce qui est vivant en nous. Qu'est-ce que nous ressentons et quels sont nos besoins? Si je ressens le besoin de dire non, ça me semble OK pour moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par OK? Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce que je veux dire? On peut se renvoyer la balle. Laissez-moi être plus spécifique. Quand vous dites non, je prédis que plus souvent que vous ne le voulez, l'autre personne va réagir d'une façon qui n'est pas dans votre meilleur intérêt. Mais si vous dites le besoin qui est derrière le non, il y a moins de chances que ça se passe comme ça. Si je comprends bien, l'idée est de communiquer pour que l'autre personne me réponde dans un sens qui va dans mon intérêt. Je dis que le but de ce processus est de satisfaire les besoins de chacun, qu'il donne de bon cœur, en dehors de toute motivation forcée. Et quand vous dites non, c'est un frein à la satisfaction des besoins de l'autre. Si vous dites le besoin qui vous empêche de dire oui, je prédis qu'il y a plus de chances que les besoins de tous soient satisfaits. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, je dois exprimer mes besoins sans dire un non. Je suis en train de dire que le besoin est une expression du non qui est bien plus clair que le simple non. Vous êtes plus clair et connecté à la vie quand vous exprimez le besoin qui vous empêche de dire oui. Il y a moins de chances que votre non soit interprété comme un rejet, que l'autre personne devienne défensive. Quand vous dites non tout seul, il y a plus de chances que l'interprétation n'aille pas dans votre meilleur intérêt. Et quand je n'entends pas un non ferme, je le ressens comme quelque chose de passif et tout de même agressif. Par exemple, si je prends rendez-vous avec quelqu'un et au lieu de me dire non, la personne ne vient pas,
et elle me donne des raisons pour lesquelles elle n'est pas venue, je ne suggère pas ce genre de réponse. Je dis que la personne aurait dû exprimer ses besoins au moment de votre demande. Si elle avait exprimé ses besoins, vous ne seriez pas dans cette situation. Elle a dit un oui qui n'en était pas un. Il y a des gens qui ne vont pas dire qu'ils ont peur de dire non. Ça dépend de leur histoire, de la manière avec laquelle leur non est accueilli. Si au cours de leur histoire, ils n'ont pas reçu beaucoup de réponses empathiques à leur non, ils ont plutôt peur d'être honnêtes. Je vois la valeur dans ce qu'on est en train de faire, vraiment. Je vois que c'est un travail autour des émotions dont je n'ai pas beaucoup l'habitude. Si je vous entends bien, ce que vous essayez, c'est de comprendre comment intégrer ça dans votre vie de tous les jours. Dans notre formation, nous cherchons à donner aux gens des notions élémentaires, du vocabulaire, des compétences qu'ils peuvent intégrer dans leur langage de tous les jours. J'avais un étudiant qui voyageait avec moi et qui voulait me remercier. Il a vraiment aimé quelque chose que j'ai fait. Je travaillais très dur avec un groupe. Pendant la pause, il a dit « dictateur ». C'était Girafe à ce moment-là, parce qu'il savait que je savais à quoi il réagissait. Il savait que je n'entendrais pas un jugement. Il savait que je trouverais là-dedans ses besoins et ses sentiments. Après avoir clairement compris comment identifier les sentiments, les besoins et les demandes, nous pouvons replacer cela dans un langage plus usuel qui nous connecte avec les autres. À ce stade de la première journée, je veux être sûr que vous compreniez ce qu'est un sentiment et un besoin. Parce qu'il va être dur, si vous ne le comprenez pas, de l'intégrer dans vos expressions. Je dois guérir du chacal new-yorkais. J'ai l'impression que les excuses ne sont pas la meilleure chose à faire en girafe. Pourriez-vous faire la démonstration d'excuses dites courageusement? Si vous vous rappelez plus tôt, j'ai donné l'exemple d'une personne qui disait « Je me sens triste, j'aurais aimé te répondre avec plus de compréhension que ce que je n'ai fait. » Donc vous n'utilisez pas le mot « désolé », mais vous utilisez le mot « triste ». Non, ce n'est pas le mot « désolé », c'est plutôt le changement de pensée d'avoir fait quelque chose de mauvais. Cette pensée est le problème. Le « je suis désolé » provient de cette pensée. Ce n'est pas seulement que je ne dis pas « je suis désolé », je dis « je suis triste » si je me sens triste. Les gens peuvent lancer des « je suis désolé » mais ne ressentent rien. Ils disent ça pour acheter un pardon. Donc, si je me sens triste, je dis « je suis triste ». J'aurais aimé prendre tes besoins plus en considération, par exemple. Mais je ne dis pas « je suis désolé, j'ai manqué de considération ». Je ne me culpabilise pas, je n'ai rien fait de mauvais. Faire quelque chose de mauvais, de faux, ça n'existe pas. Ce que j'ai fait n'était pas en harmonie avec mes besoins. Je suis triste, j'aurais aimé être en lien avec tes besoins. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous donne un exemple? J'ai une situation avec ma partenaire où nous nous disputons beaucoup. J'ai besoin qu'elle soit heureuse, mais vous avez dit que c'était inapproprié. Je n'ai pas dit que c'était inapproprié, j'ai dit que ce n'était pas faisable. Oui, c'est ce qu'elle me dit toujours. Si tu me dis d'être heureux, dis-moi les actions que je dois faire pour y arriver. Donne-moi des choses faisables, des actions qui, selon ta prédiction, me rendront heureux. Ça sera très utile. Ne me dis pas seulement « sois heureux ». Ne me dis pas « aie confiance en toi ». Dis-moi les actions qui vont me permettre de prendre confiance en moi. Mais me dire ce que je dois ressentir me met dans un paradoxe.
Et je ne veux pas forcément aller avec elle quelque part lorsqu'elle est de mauvaise humeur, ou lorsqu'il y a de la tension dans l'air. Donne-moi de l'empathie avec le fait d'être de mauvaise humeur, et je serai de bonne humeur. Mais me dire « sois de meilleure humeur » va me rendre de mauvaise humeur. Okay. I'm wondering if there's sometimes when it's over here, it's Je suis anxieuse à l'idée d'aller voir ma mère. Nous avons une dynamique où elle essaye de planifier tous les détails lorsque je suis chez elle, et j'aimerais qu'elle me laisse tranquille. Et j'ai peur que si je lui parle de cette façon, ça va être pire. Et si ça empire, je vais vous montrer comment prendre du plaisir à ceci. La première chose à faire lorsque vous voulez que quelqu'un considère une autre façon d'agir, commencez la communication en leur disant que ce qu'ils font est la chose la plus précieuse qu'ils puissent faire. De cette façon, avec l'empathie. Commencez par donner de l'empathie à votre mère qui agit de cette façon. J'imagine que quand tu interviens en me montrant toutes les choses qui peuvent être faites, tu as vraiment à cœur de m'apporter tout ton soutien pour que je puisse apprécier mon séjour ici. Ah oui, c'est ça, et puis blablabla. Bla. Et c'est vraiment très important pour toi que tu contribues à ce que j'ai du bon temps ici. Ceci est la première étape. Vous commencez par montrer que vous comprenez ce qu'elle fait. Et plus ce comportement nous stimule, plus il est important de commencer par cette première étape. Voilà pourquoi quand je travaille en prison avec des personnes qui ont agressé sexuellement d'autres, si je veux que cette personne trouve une autre façon de se comporter, la première chose dont je dois m'assurer, c'est qu'ils ne se détestent pas pour ce qu'ils ont fait. Sinon, ils continueront à le faire. Je commence par donner de l'empathie sur les besoins qu'ils essaient de satisfaire. Donc, vous avez compris cette première étape. L'étape suivante, j'exprime mes sentiments honnêtement. Je me sens partagé. D'un côté, je ressens de la gratitude pour tout ce que tu fais, maman, mais j'ai un besoin de prendre mes propres décisions. Et je pense que c'est dur pour quelqu'un d'autre de savoir ce dont j'ai besoin. Et j'ai besoin d'espace pour le faire. Et à ce moment-là, je peux voir si j'ai été clair. Et maintenant, je sais que maman ne m'a pas entendu. Je sais qu'elle n'a pas entendu mes besoins. Elle a probablement entendu un rejet. Elle pense peut-être qu'elle n'est pas valorisée. Et il est important pour moi de ne pas penser que je suis la cause de sa réaction. Si j'exprime mes sentiments et mes besoins comme je l'ai fait, il est impossible pour quelqu'un de réagir de cette manière-là si elle les a entendus. Elle aurait les yeux d'un enfant qui reçoit un cadeau du Père Noël si elle les avait entendus. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Maman, est-ce que tu peux me dire ce que tu as entendu? Tu ne veux pas de moi. Tu l'as entendu comme un rejet de ma part. Bien sûr, comment je pourrais l'entendre autrement? Merci de me dire que tu as entendu un rejet. Remarquez que je ne lui ai pas dit « ça n'est pas ce que j'ai dit ». Si vous voulez que quelqu'un vous comprenne différemment, ne lui dites jamais « tu ne m'as pas compris » ou « tu m'as mal compris » ou « ça n'est pas ce que j'ai dit », mais plutôt « merci de m'avoir dit ce que tu as entendu. Je vois que je n'ai pas été clair. J'aimerais essayer de nouveau. La façon dont tu m'aides a beaucoup de valeur à mes yeux. Je voudrais clarifier mes besoins et planifier mon temps pour faire ça. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as entendu? Donc tu penses que je ne suis pas assez intelligente pour t'aider. Merci de nouveau de me dire ce que tu as entendu, mais j'aimerais vraiment que tu l'entendes différemment. J'aimerais que tu entendes seulement mes besoins. J'ai besoin de temps pour décider pour moi-même. Peux-tu me dire ce que tu as entendu?
Tu as besoin de clarifier ce que tu veux et de comprendre certaines choses. Vous voyez comme c'est facile d'obtenir de l'empathie de la part d'un chacal? J'ai seulement eu besoin de lui tirer 3 fois l'oreille. Et bien sûr, il y a des chacals qui ont besoin d'avoir l'oreille tirée 8 fois au moins. Et à voir votre douceur, je pense que votre mère n'a besoin que de 3 fois. Vous avez parlé ce matin de prendre du plaisir à la souffrance. Ah oui, c'est vrai, c'est très important. Merci de me l'avoir rappelé. Imaginez un ami qui vous dit ceci. Je suis un moins que rien. Je ne suis arrivé à rien. Je suis juste un assistant. J'ai 45 ans. Mon frère est patron de son entreprise. Ma sœur est procureure générale. Et moi, je suis un moins que rien. Et maintenant, pour prendre du plaisir à la souffrance de cette personne, nous devons nous délester de 2 types de responsabilités. La première, que nous ne sommes pas la cause de sa souffrance, et nous devons nous décharger de cette responsabilité, surtout quand l'autre personne pense que nous sommes la cause de sa souffrance. Quand elle dit « Et tout ça, c'est à cause de toi », nous ne devons pas penser que nous sommes la cause de sa souffrance. Il est impossible de causer une souffrance à quelqu'un, une souffrance psychologique. Dans l'exemple que j'ai proposé, la personne ne disait pas ça, donc il est facile de se libérer de la première responsabilité. Le deuxième type de responsabilité est le plus dur. De penser que nous devons trouver une solution, de penser que la personne doit aller mieux. Plus nous pensons que nous devons améliorer l'état de cette personne, pire ce sera. Vous ne pouvez pas réparer les gens. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé. Il existe une énergie réparatrice toujours disponible, si nous ne la bloquons pas. Et nous la bloquons lorsque nous essayons de trouver une solution pour l'autre personne. Alors comment laissons-nous cette énergie faire le travail? Avec de l'empathie. L'empathie requiert de la présence, juste le fait d'être présent. Quand nous nous rappelons le conseil du Bouddha, ne faites pas quelque chose, restez présent. Cette énergie intervient à travers nous. Une connexion très précieuse entre cette personne et nous se crée alors. Lorsque je parle de prendre du plaisir à la souffrance de l'autre, je parle de cette précieuse connexion. Que la personne expérimente de la joie ou de la souffrance, nous sommes présents avec elle. Et nous bloquons cette belle énergie chaque fois que nous pensons améliorer les choses. Allez, ça va aller, tu vas voir, ça va aller mieux. Nous faisons empirer les choses. Dès que nous donnons des conseils, c'est pire. Et dans notre exemple, ça pourrait ressembler à ça. Ah, tu te sens vraiment découragé. Tu aurais aimé accomplir plus de choses dans ta vie. Et oui, j'ai eu toutes les opportunités, j'en ai saisi aucune. Et tu te sens découragé et frustré parce que tu aurais voulu utiliser des choses différemment. Je suis juste présent, je n'essaye pas d'arranger les choses. Et quand on fait ça, une connexion précieuse s'installe. Et je parle de cela quand je dis prendre du plaisir à la souffrance. Cette connexion soigne, pas les conseils ou autre chose. Pouvez-vous clarifier la différence entre donner de l'empathie et entretenir et encourager le mélodrame? Quand quelqu'un souffre, être présent peut impliquer un encouragement subtil du drame. L'encouragement subtil dont vous parlez, je pense, se produit lorsqu'une personne parle pour la 15e fois de la même chose. Si je les écoute vraiment, je n'entends pas ce qu'ils disent au sujet du passé. Parce que je sais que plus ils parlent du passé, moins ils peuvent guérir. Alors je les interromps.
Je les interromps pour ramener la conversation à la vie. Lorsqu'une personne parle du passé, je l'interromps et je lui dis « Pardon, mais lorsque vous parlez de ce qui s'est passé, il semble que vous souffrez encore maintenant, parce que votre besoin de respect n'était pas satisfait. » Lorsqu'on les laisse parler du passé, ou qu'on leur pose des questions concernant le passé, là on entretient le mélodrame. J'interromps parce qu'on ne guérit pas en parlant du passé. On guérit en parlant de ce qui est vivant en nous maintenant et qui est stimulé par le souvenir. Lorsque je me connecte à ce qui est présent ici, ils arrêtent de parler du passé. Dernière question avant le sujet que je veux aborder avant la fin. Oui? Vous avez dit que quelqu'un ne peut pas être la cause d'une souffrance émotionnelle. Et je repense aux abus que j'ai subis dans ma famille quand j'étais un enfant. Je repense à la souffrance que j'ai expérimentée tout au long de ma vie et à travers ma guérison. Les autres personnes étaient les stimuli de votre souffrance et vous participiez à votre souffrance par la manière dont vous avez pris les choses. Si vous me suivez dans mon travail, vous verrez ça clairement. Dans des endroits comme le Burundi, le Rwanda ou la Sierra Leone, j'ai travaillé avec des personnes qui ont eu leur famille tuée. Certains d'entre eux ont une rage incroyable. Ils ne vivent que pour la vengeance. Et d'autres n'ont aucune colère, aucune rage. Il s'agit pourtant du même stimulus. Ils ont des sentiments très profonds, mais pas de rage. La manière dont nous réagissons émotionnellement dépend de nous. J'ai travaillé avec des femmes, malheureusement beaucoup, qui ont été violées. Certaines d'entre elles ressentent une honte très forte, d'autres de la rage. Et là aussi avec un stimulus identique. Tout dépend de la manière dont les gens le prennent, avec rage, avec honte ou autre chose. J'ai travaillé avec une femme du Rwanda qui a entendu ses 3 enfants se faire tuer. Elle s'est cachée sous l'évier à temps. Ses enfants n'ont pas eu le temps. Elle a aussi entendu son mari se faire tuer, ainsi que son frère. Elle a dû rester cachée 11 jours sous l'évier, parce qu'ils sont restés dans la maison après avoir tué tout le monde. Cette femme a des sentiments très forts, mais pas une fois elle n'a ressenti la colère qui lui donnerait l'envie de se venger. Elle a mis tous ses sentiments, son énergie, pour éviter que ça ne se reproduise chez quelqu'un d'autre. La façon dont elle regarde les choses la pousse à empêcher que ça ne se reproduise. Elle est venue me voir pour gérer la colère de la part de certains membres de sa tribu envers elle. Ils sont furieux parce qu'elle refuse de joindre leurs efforts pour aller tuer les autres. Le même stimulus, mais des réactions bien différentes. Je réagis aux stimuli d'une façon que j'ai appris dans le passé. J'apprends maintenant à gérer ma réaction différemment. Le pire, bien sûr, serait de penser que la manière dont vous avez choisi de réagir dans le passé était mauvaise. Je ne veux pas vous montrer une bonne ou une mauvaise façon de réagir. Je veux dire que peu importe ce qui nous arrive, l'autre personne est responsable pour ce qu'elle a fait. Je ne dis pas que l'autre personne n'a pas de responsabilité. L'autre personne est responsable et redevable pour ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons. Je me demande juste comment un enfant devient responsable de la manière dont il réagit. Non, je ne dirai pas à un enfant ce que je viens de vous dire, sans lui avoir donné d'abord toute l'empathie dont il a besoin. Et dans ce cas, je devrais donner énormément d'empathie à cet enfant. Je me vois écouter longuement sa souffrance. Et je verrai aussi l'enfant créer de la souffrance par la manière dont il regarde la situation. Je verrai qu'il crée une souffrance supplémentaire. Donc, après avoir donné toute l'empathie
dont l'enfant a besoin, je ferai tout mon possible pour qu'il puisse voir la situation d'une façon qui ne crée pas plus de souffrance. Ok, ce que j'aimerais faire maintenant, avec le temps précieux qu'il nous reste, c'est de traiter une partie très importante du langage girafe. Je ne voudrais pas que vous pensiez que la CNV est uniquement intéressée dans la résolution des conflits. Elle sert autant à célébrer. Comment célébrer la vie? En fait, la partie que j'ai laissée pour les 10 dernières minutes, et avec respect pour le reste, la partie la plus importante, car c'est là où nous trouvons notre carburant pour rester girafe, dans un monde qui est souvent très chacalisé. Ça va être dur de faire ce changement radical qui nous ramène à notre vraie nature, dans certaines situations, à moins d'avoir ce carburant. Alors d'où vient ce carburant? Il vient de la célébration. Et quel type de célébration? Dire merci en girafe. Voyons maintenant dans les minutes qu'il nous reste comment célébrer et dire merci en girafe. Exprimer la gratitude en girafe. Et d'abord, je veux vous rappeler comment un chacal dit merci. T'as fait du bon boulot sur ce papier. Tu es une personne très gentille. Tu es bon danseur. Pouvez-vous voir pourquoi il s'agit de langage chacal? Ce sont des jugements. Dans mon estimation, les jugements positifs sont aussi violents que les jugements négatifs. Non seulement ils renforcent l'idée que l'opposé existe, si je dis « tu es une personne gentille », ça sous-entend qu'une personne qui n'est pas gentille, méchante, existe. Cela sous-entend aussi le fait que je suis le juge qui connaît la différence. Pas de louanges ou de compliments. Surtout si vous les donnez comme une récompense. C'est déshumanisé au maximum. Dire merci pour récompenser. Nous disons ça dans le but de renforcer ce que fait une personne, pour qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. C'est comme dans une école de dressage pour chiens. Punition et récompense. Donner un compliment dans le but de renforcer le comportement de quelqu'un, c'est donner un biscuit au chien. Les humains ne sont pas faits pour ce traitement. Et cela détruit la beauté du merci. Quand les gens doivent se demander si ça provient de cette énergie. Pourtant, ça marche. Des études indiquent que si le manager complimente ses employés quotidiennement, la production augmente. Des études montrent que si les professeurs complimentent les élèves quotidiennement, ils travaillent plus dur. Chacal, regarde de nouveau les études. Tu verras que ça dure pendant un moment, jusqu'à ce que les gens se rendent compte de la manipulation. Et alors, ça ne marche plus. Cela détruit la beauté du merci. Maintenant, vous ne pouvez plus faire confiance à cette gratitude. Vous allez vous demander si c'est utilisé comme une récompense. Et si je veux renforcer l'estime de soi de quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Chacal, tu ne vois pas l'ironie de ça? Quoi? Si une personne ne peut s'aimer que quand on la complimente, elle n'a aucune estime de soi. Elle est devenue dépendante au compliment, à la récompense. Si elle ne se sent bien que dans ce cas-là, elle n'a aucune estime de soi. Comment une girafe dit merci? D'abord, il y a 3 choses qui sont impliquées dans la façon de dire merci en girafe et qui nous donnent de l'énergie pour rester girafe. La première chose dans l'expression du merci en girafe est que nous attirons l'attention de l'autre personne d'une manière concrète sur ce qu'elle a fait pour nous rendre la vie plus merveilleuse. Et nous avons besoin de le faire quotidiennement. Nous devons prendre conscience et porter notre attention sur le pouvoir que nous avons tous de rendre la vie plus merveilleuse. Chacun de nous est un puissant générateur. Nous avons les mots qui ont le pouvoir de rendre la vie des autres plus merveilleuse.
Nous pouvons toucher le cœur des gens et rendre la vie plus merveilleuse. Nous pouvons rendre service. Nous sommes tous des générateurs de ce pouvoir. Plus nous nous rappelons de cela, et moins nous sommes entraînés dans des jeux violents. Pourquoi utiliser notre énergie à autre chose que de rendre la vie plus merveilleuse? Quand nous nous rappelons que nous avons ce pouvoir, la première chose qui doit être claire dans notre expression de gratitude est l'action spécifique qu'a fait l'autre personne, pas quelque chose de général ou de vague. Voici par exemple ce que m'a dit une femme après un atelier à Genève. Elle m'a dit « Vous êtes brillant !» Je lui ai dit « Ça ne me parle pas. » Elle me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Je lui dis « Vous savez, madame, j'ai été appelé de nombreuses façons dans toute ma vie, des façons positives et d'autres beaucoup moins positives. Et me dire ce que je suis n'a pas beaucoup de valeur. Je pense qu'il n'y a aucune information de valeur lorsqu'on vous dit ce que vous êtes. Et il est aussi dangereux de croire que l'on est intelligent que de croire qu'on est stupide. Ces deux pensées vous réduisent à une chose. Nous sommes bien plus que cela. Mais je peux voir dans vos yeux que vous voulez exprimer de la gratitude, c'est cela? Oui. Et je veux la recevoir. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je veux entendre ce que j'ai fait qui vous a rendu la vie plus merveilleuse. Oh, mais vous êtes tellement intelligent. Ah, ça ne me parle pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça y est, j'ai compris. Elle a ouvert son carnet, elle avait noté 2 choses que j'avais dites. Elle y avait dessiné 2 grosses étoiles. Ça m'aide. Ça m'aide à voir que d'une manière ou d'une autre, en disant ces 2 choses, je lui ai rendu la vie plus merveilleuse. Ceci est la première chose que nous devons dire pour exprimer la gratitude. Nous devons dire ce que la personne a fait pour nous rendre la vie plus merveilleuse. Et deuxièmement, au moment où nous donnons de la gratitude, nous devons exprimer nos sentiments par rapport à ce que la personne a fait pour nous. J'ai alors dit à cette femme, quels sont les sentiments que vous ressentez résultant des 2 choses que j'ai dites? Elle a dit, pleine d'espoir et soulagée. C'est un plus beau cadeau que de me dire ce que je suis, de me dire qu'elle se sent soulagée et pleine d'espoir d'avoir dit ces 2 choses. Et quand j'entendrai une 3e chose, je savourerai complètement sa gratitude. Quels besoins ont été satisfaits par le fait que j'ai dit ces 2 choses et qui vous ont rendu pleine d'espoir et soulagée? Et ceci est la 3e chose que nous devons dire pour exprimer de la gratitude en girafe. Elle a dit, j'ai un fils de 18 ans avec qui je n'ai jamais réussi à établir une connexion. Et c'est très douloureux. Et j'ai besoin d'indications pour m'aider à établir cette connexion. Et les 2 choses que vous avez dites ont satisfait mon besoin d'indications concrètes. Donc, si elle avait exprimé sa gratitude en girafe, elle aurait dit ceci. Marshall, quand vous dites les 2 choses que j'ai écrites ici dans mon carnet, je me sens pleine d'espoir et soulagée, car cela nourrit mon besoin de connexion avec mon fils. Ok? Voilà comment nous disons merci en girafe. La façon dont nous recevons de la gratitude est également importante. Laissez-moi vous montrer comment un chacal reçoit de la gratitude. Chacal, quand tu me proposes de me ramener en voiture, je suis plein de gratitude parce que j'ai besoin de passer plus de temps avec ma famille et en bus, ça m'aurait pris 1 heure de plus. C'est rien. Si vous voulez terroriser un chacal, exprimez-lui de l'appréciation et de l'amour. Vraiment, si vous voulez vraiment faire peur à un chacal. Rien ne fait plus peur à une personne qui parle le chacal que de la gratitude sincère ou de l'amour. Pourquoi est-ce que tu deviens si nerveux, chacal? Je ne sais pas si je le mérite. Les chacals ont ce concept très dangereux dans la tête. Mériter.
C'est un concept très violent. Il implique que vous devez mériter l'appréciation. Vous méritez d'être puni si vous vous comportez d'une certaine manière. Le concept de mériter est un ingrédient clé dans la violence. Lorsque vous croyez au concept de mériter, vous croyez une certaine équivalence de valeur entre les choses. Vous allez mettre en place un système économique et judiciaire destructif. Mais ce n'est pas la seule raison. Pourquoi as-tu si peur, chacal ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir être humble ? Tu as donc un certain besoin d'humilité. Il y a plusieurs sortes d'humilité, et je crois que la tienne est une humilité de chacal. La tienne fait référence à une phrase de Golda Meir, à un de ses politiciens. Ne soyez pas si humble, vous n'êtes pas si extraordinaire. Mais la raison pour laquelle la gratitude est effrayante pour beaucoup d'entre nous est inscrite d'une manière poétique dans un livre intitulé « Un cours en miracles », où il est dit « Ce ne sont pas nos parties sombres qui nous font le plus peur, mais notre lumière. » Nous avons été éduqués dans cette façon chacale de nous détester, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. C'est un grand bond en avant de réaliser que nous avons un pouvoir immense de rendre la vie des autres merveilleuse. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que d'exercer ce pouvoir. Il est assez malheureux que ce bond soit si grand, mais nous pouvons le franchir. Observation, sentiment et besoin. Voilà comment nous exprimons de la gratitude en girafe. Assurez-vous que cela vienne du cœur pour célébrer et jamais de compliments, de louanges ou de récompenses. Merci pour votre attention et votre temps pour cette journée.